Quelques malheureuses lignes tirées de 2 livres du célèbre Platon, même pas des originaux, ont suffi à faire de l'Atlantide le plus épais des mystères de notre histoire. Certains chercheurs y ont même consacré leur vie. Un tel engouement n'est-il pas vain lorsqu'on sait que Platon nous parle d'un peuple atlante ayant vécu 9000 ans avant lui? Honnêtement, quelqu'un s'est-il déjà demandé comment ce brave homme avait pu connaître ce qui s'était déroulé si anciennement? Ni même à quelle époque il avait réellement vécu. Faisant partie des fameux savants grecs à la chronologie douteuse, il aurait pu, selon l'hypothèse récentiste, vivre beaucoup plus récemment qu'on le dit. En effet, la première évocation attestée du mythe de l'Atlantide ne date que de la Renaissance, popularisée par un humaniste italien nommé Marsile Ficin. Mort en 1499, il fut contemporain de la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb en 1492. Atlante, Atlantique, ne pourrait-on pas imaginer un lien entre ces deux termes si proches? Cela nous aiderait-il à y voir plus clair sur ce mystère? Peut-être, car c'est de l'autre côté de l'océan Atlantique que se trouve probablement la seule cité sur la planète qui corresponde autant à la description de Platon. C'est une cité parfaitement connue des historiens, située au-delà des piliers d'Hercule, le détroit de Gibraltar, bâtie sur l'eau, constituée de cercles concentriques séparés par des canaux et avec en son centre un temple pyramidal. Voici Tenochtitlan, une ancienne cité lacustre d'Amérique centrale parfaitement attestée par les cartes géographiques. Elle fut arrachée aux Aztèques par les conquistadors au XVIe siècle et c'est sur son site qu'on bâtira l'actuel Mexico. La similitude avec l'Atlantide n'est-elle pas stupéfiante? En fait, elle pourrait l'être jusque dans les termes. Voici un codex aztèque du XVIe siècle, le codex Boturini. Il nous relate l'histoire du peuple mexica et de sa légendaire cité bâtie sur une île au beau milieu d'un lac. Savez-vous comment il nommait cette cité? Il l'appelait Aztlan. Objectivement, comment ne pas imaginer un lien entre ces Aztèques fondateurs de Tenochtitlan, leur cité d'Aztlan et la fameuse Atlantide de Platon? Pour abonder dans les similitudes avec l'Atlantide, Mexico est situé dans une région extrêmement sismique comme l'atteste le tremblement de terre de 1985 qui provoqua 10 000 morts. Une pareille tragédie aurait parfaitement pu valoir à l'ancienne Tenochtitlan une destruction apocalyptique tout à fait conforme à celle décrite par Platon. Englués dans la chronologie conventionnelle, les plus sceptiques à cette proposition auront probablement besoin d'un vestige tangible de l'Atlantide pour adhérer à sa localisation à Tenochtitlan. Or, une telle preuve pourrait avoir subsisté. Vestige encore visible de nos jours à Mexico, voici le Templo Mayor, édifice aujourd'hui totalement en ruine. Il trônait jadis au beau milieu de l'ancienne cité de Tenochtitlan, tel le temple atlante de la description de Platon. Dans les faits, le Templo Mayor pourrait parfaitement faire office de preuve de la localisation de l'Atlantide, étant l'unique vestige ayant subsisté de la Tenochtitlan des Aztlantes.
On pourra continuer à chercher éternellement la mythique cité engloutie partout ailleurs sur la planète. On ne la retrouvera sans doute jamais de manière aussi évidente qu'à Tenochtitlan. Mais évidemment, on ne peut pas la situer de l'autre côté de l'Atlantique sans avoir auparavant remis en question sa chronologie. En resynchronisant les écrits de Platon au XVe siècle, l'Atlantide ne daterait aucunement de 9000 ans avant l'an 500, mais tout simplement de la Renaissance, c'est-à-dire de l'époque de sa première évocation par Marsile Ficin. De nos jours, la fabuleuse cité serait effectivement perdue, car elle se trouve engloutie sous une mégapole moderne de 20 millions d'habitants, Mexico. Seul un maigre indice de l'Atlantide pourrait avoir subsisté, le Templo Mayor, encore visible de nos jours. Cependant, à voir l'état de délabrement de ce monument de pierre dure, dont on connaît exactement l'époque vieille de quelques siècles, comment croire que le moindre vestige sur la planète ait pu subsister pratiquement intact durant des millénaires ? Qu'ils soient égyptiens, grecs ou romains, à force de s'entendre marteler que ces vestiges ont des milliers d'années d'ancienneté, nous pourrions avoir une idée totalement faussée de la vitesse à laquelle se dégradent les monuments de pierre. Pourtant, il suffit d'observer le Templo Mayor pour s'apercevoir avec quelle rapidité il tombe en ruine. Alors, des vestiges multimillénaires, est-ce vraiment plausible ? Souvenons-nous du pont du Gard datant soi-disant du 1er siècle, mais mieux conservé que son homologue de Maintenon construit au XVIIe. Souvenons-nous de la maison carrée de Nîmes, représentée parfaitement intacte en 1698. De quand datent réellement ces bâtiments romains qu'on nous décrit antiques ? Connaissez-vous Andrea Palladio ? C'est un célèbre bâtisseur italien qui créa le style architectural des fameuses villas palladiennes, un terme qui fleure bon l'Antiquité. Voici à quoi elles ressemblaient. Un petit air de déjà-vu. Il devrait automatiquement nous propulser vers la fameuse ancienne Rome des empereurs. Eh bien, nous ferions une grossière erreur temporelle. Andrea Palladio et son style antique est mort en 1580 en pleine Renaissance. Pour l'histoire officielle, cet anachronique retour à l'antique est parfaitement expliqué. C'est la fameuse redécouverte de l'Antiquité. Mais ce concept fourre-tout a-t-il vraiment un sens ? Selon cette scabreuse justification, Andrea Palladio s'était inspiré d'un certain Vitruve, dont les écrits multiséculaires étaient miraculeusement réapparus. Un architecte du 1er siècle, pourtant glorifié 1500 ans plus tard par Léonard de Vinci dans son célèbre Homme de Vitruve. Ainsi, alors que tous les bâtisseurs avaient devant leurs yeux des dizaines de bâtiments de pierre debout depuis des siècles, on avait sagement attendu la réapparition de fragiles documents de papier pour enfin comprendre le style antique. Peut-on réellement adhérer à une telle aberration ? Dans les faits, tous les bâtiments si ressemblant à ceux de Palladio pourraient n'avoir pas plus de 4 ou 5 siècles d'ancienneté, même s'ils nous sont présentés comme antiques.
Et objectivement, après tant de temps, il n'y aurait rien d'aberrant à ce qu'il soit aujourd'hui passablement dégradé. Tout comme le Parthénon d'Athènes. Daté conventionnellement du 5e siècle avant notre ère, observez dans quel état il était avant d'imploser en 1687 durant les guerres entre Venise et les Ottomans. Il était parfaitement préservé alors qu'il est en ruine aujourd'hui. Il pourrait parfaitement dater de la même époque que les monuments de Nîmes du XVIIe siècle. Et puis que penser d'un célèbre vestige romain situé à Trèves en Allemagne, la Porta Nigra? La voici en 1670, parfaitement intacte, avant que les troupes napoléoniennes ne la détruisent quelques siècles plus tard, la transformant ipso facto en une ruine antique. Et puis considérons à nouveau les pyramides égyptiennes. Elles sont constituées de pierres en calcaire tendre, voire parfois en simples briques de terre crue. Pensez-vous réellement qu'elles auraient pu résister à des millénaires d'érosion causées par les sables du désert si abrasifs ? Plus proche de nous dans le temps, il y a ces majestueuses cathédrales gothiques, de somptueux bâtiments dont on imagine sans peine l'extrême complexité d'édification. Lorsqu'on les compare au basique château de Versailles, dont le chantier du XVIIe siècle fut titanesque, est-il raisonnable de penser qu'elle l'avait précédé de 500 ans ? En effet, l'époque conventionnelle des cathédrales est le XIIe siècle. La plus emblématique d'entre elles, la cathédrale Notre-Dame de Paris, fut conçue en 1160 par un certain archevêque du nom de Sully. Les amateurs d'histoire auront immédiatement reconnu ce patronyme, car c'est aussi celui d'un célèbre intendant des finances qui, en son temps, vu sa fonction, fut justement en charge d'administrer l'édification de cathédrales, le duc de Sully. Le problème, c'est qu'il œuvrait au service du roi Henri IV, qui régna au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Objectivement, les prouesses architecturales qu'avaient accomplies les bâtisseurs de ces immenses cathédrales, sans commune mesure avec celles de Rodez du XVe siècle, trouveraient beaucoup plus naturellement leur justification à l'époque d'Henri IV plutôt qu'au lointain XIIe siècle. Ce dont pourrait parfaitement attester le plus ancien plan de Paris nous étant parvenu. Gravé sur bois, il est l'œuvre de Sébastien Münster, daté de 1549. Curieusement, la cité y est encore appelée Lutèce, une dénomination antique fort anachronique car elle est censée être tombée en désuétude plus de 1000 ans auparavant avec la chute de l'Empire romain en l'an 476. Ce n'était apparemment pas le cas en 1549. Mais il y a plus étrange. Tentons de repérer sur ce plan la fameuse cathédrale Notre-Dame, un bâtiment soi-disant érigé depuis 4 siècles. Sur la légende, il n'est curieusement fait aucune mention de la moindre Notre-Dame, un édifice pourtant majeur de la cité. Tout au plus, nous parle-t-on d'un summum templum, autrement dit, le plus haut des temples. Et où se situe-t-il ? Eh bien, précisément, sur l'île de la Cité, à l'emplacement exact de l'actuelle Notre-Dame. Cependant, le bâtiment représenté ici n'a pas grand-chose de commun avec celui que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Flanqué d'un seul portique et de 4 tours rondes chapeautées, il se distingue nettement de l'actuelle cathédrale qui, elle, possède 3 portiques et 2 tours carrées sans toit. De 2 choses l'une. Soit l'artiste de 1549 s'était pris d'une soudaine bouffée délirante et avait accumulé de grossières erreurs de retranscription, appelant Paris Lutèce, dessinant approximativement un bâtiment vieux de 4 siècles, puis l'affublant d'un nom fantaisiste,
soit il avait exactement représenté la réalité de son temps. Dans ce cas, la chronologie conventionnelle des cathédrales s'en trouverait drastiquement bouleversée. Si Notre-Dame de Paris avait été précédée par un temple au moins jusqu'au milieu du XVIe siècle, son édification serait infiniment plus récente qu'on l'imagine. Son époque ne serait désormais plus celle d'un lointain archevêque Sully du XIIe siècle, mais plus plausiblement celle de son homonyme, le fameux intendant des finances d'Henri IV, le duc de Sully, mort en 1641. À nouveau, cet étonnant plan de Paris de 1549, pétri d'anachronismes, accréditerait parfaitement la thèse récentiste. Il permettrait en outre d'y voir un peu plus clair sur les mystérieux savoirs ésotériques qu'on prête un peu naïvement aux bâtisseurs de cathédrales. S'ils avaient en réalité vécu 400 ans plus tard, leur prouesse n'aurait sans doute plus rien d'anachronique, ni même le fait qu'ils aient employé la coudée royale des Égyptiens dans leur architecture. C'est peut-être tout simplement car leur époque sont contemporaines, comme le laisse à penser l'épitaphe de Rodez, et non pas distante de 4 millénaires comme le prétend la chronologie conventionnelle. Ainsi, plus personne n'aurait besoin désormais d'aller rechercher des savoirs médiévaux dans un quelconque héritage lointain venu du fond des âges antiques. Ces savoirs dateraient tous de la Renaissance. En Orient, on rencontre le même genre d'aberration temporelle. Voici la mosquée de Soliman le Magnifique à Istanbul. Bâtiment emblématique de l'architecture ottomane, elle fut érigée entre 1550 et 1557, c'est-à-dire à l'époque de la cathédrale de Rodez. L'architecte, nous dit-on, s'était inspiré d'un autre bâtiment célèbre de l'ancienne Constantinople, commandité par l'antique empereur romain d'Orient Justinien, la basilique Sainte-Sophie. Et en effet, le parallèle est pour le moins saisissant. Le problème, c'est que selon la chronologie conventionnelle, cette basilique fut construite entre 532 et 537, 1000 ans avant son clone du XVIe siècle, en à peine 5 ans, là où il en avait fallu 2 de plus pour la mosquée de Soliman. Ainsi, les Ottomans, au XVIe siècle, auraient non seulement copié le style millénaire de leurs adversaires, chose déjà peu vraisemblable, mais ils en avaient fait un modèle de référence architecturale de leur civilisation au point de l'employer dans toutes leurs constructions religieuses. La mosquée de Bayezid II de 1506, la mosquée bleue de 1616 ou la mosquée neuve de 1665. Ils semblaient eux aussi, tout comme leurs homologues occidentaux, avoir été infectés par le mystérieux virus de la redécouverte de l'Antiquité. Mais objectivement, constatant leur ressemblance et leur état de conservation comparable, pensez-vous réellement, comme le prétend la chronologie conventionnelle, qu'il puisse y avoir 1000 ans d'écart entre toutes ces constructions datant de la Renaissance et l'antique basilique Sainte-Sophie datant, elle, du VIe siècle? Alors, de quand datent réellement tous ces vestiges dont on nous exhibe en permanence l'ancienneté? De dizaines de siècles, voire de plusieurs millénaires, comme on nous l'a toujours appris? Ou de beaucoup plus récemment, comme le pensent certains chercheurs alternatifs? Les pierres ne mentent pas. Elles pourraient définitivement nous confirmer l'impensable. Et si les récentistes avaient raison?
Voici donc exposés dans ce film quelques-uns des arguments les plus marquants avancés par un collectif de chercheurs récentistes, Chronologie 2.0. Les cartes de la France sont intitulées Gaule jusqu'au XVIIe siècle, alors que la Gaule est censée avoir disparu en l'an 476. Un ananas importé d'Amérique après 1492 est représenté sur une fresque pompéienne datée soi-disant de l'an 79. La machine denticitaire, conventionnellement datée de -200, est totalement conforme aux productions horlogères du XVIe siècle. Des momies du Nouvel Empire égyptien datées de -1500 contiennent du tabac et de la cocaïne, deux végétaux eux aussi importés d'Amérique après 1492. La grande pyramide de Gizeh, datée de -2550, est construite avec le maître. Et finalement, l'Atlantide peut être retrouvée à Tenochtitlan, une cité arrachée aux Aztèques en 1521. Ces simples exemples choisis pourraient-ils signifier qu'une grande partie de notre histoire pourrait avoir été faussée simplement à cause d'une chronologie erronée? Au vu des millénaires de distorsions temporelles que pensent avoir identifiées les récentistes, il serait sans doute bien naïf de ne les attribuer qu'à de simples erreurs. Peut-être faudrait-il chercher ailleurs les raisons d'une telle dérive. Peut-être chez George Orwell et son célèbre roman d'anticipation 1984. Il y décrivait comment un régime totalitaire s'était imposé sur une immense partie de la planète, notamment en manipulant l'histoire. Tous les documents ont été détruits ou falsifiés, tous les livres réécrits, tous les tableaux repeints. Toutes les statues, les rues, les édifices ont changé de nom. Toutes les dates ont été modifiées. Et le processus continue tous les jours, à chaque minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe plus qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. La chose est bien connue. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Peut-on réellement leur faire aveuglément confiance pour nous raconter une histoire impartiale, au risque qu'elle ne serve pas leurs intérêts? Se pourrait-il au contraire que la fiction de George Orwell rejoigne la réalité? Qu'on ait volontairement falsifié notre histoire dans le but de s'assurer une position dominante? Allonger artificiellement la chronologie aurait constitué une première étape déterminante. En la renvoyant des millénaires dans le passé, on s'ouvrait de gigantesques pages blanches, vierges de toute connaissance, qu'on pourrait ensuite remplir à sa guise. On pouvait ainsi construire un narratif qui mènerait naturellement à justifier le présent. On y décrirait un lointain passé oriental, invérifiable, où les civilisations impérialistes polythéistes avaient irrémédiablement périclité, emportées par leurs nombreux vices. Elles avaient été supplantées par des systèmes vertueux, des royautés se développant de concert avec le monothéisme. Un dieu, un roi, une nation, une parfaite simplification pour manipuler l'opinion publique. Cerise sur le gâteau, l'ancienneté ainsi créée assurerait instantanément la meilleure des légitimités au système actuel. Pouvait-on avoir inventé de toutes pièces ce passé fictif? Probablement. Mais les falsificateurs ont apparemment choisi une voie plus risquée. Remplir le vide historique en y collant des événements récents. Ce fut sans doute là une erreur fatidique, car ce sont aujourd'hui ces doublons artificiellement créés que repèrent les récentistes, et ils pourraient bien les conduire à démasquer la plus immense supercherie de l'histoire.
l'histoire elle-même. C'est en 1582, sous la plume d'un dénommé Joseph Juste Scaliger, qu'est née la longue chronologie que les historiens utilisent encore aujourd'hui. Fait unique dans l'histoire des sciences, c'est cette référence bien lointaine, issue de la Renaissance, qui fait toujours office de dogme absolu au XXIe siècle, ayant miraculeusement échappé à toute remise en cause. C'est exactement comme si on avait tout organisé pour qu'elle perdure. Mais objectivement, on se demande bien de quel outil performant disposait Joseph Juste Scaliger en 1582 pour avoir fait preuve d'une telle acuité. Sinon, d'une imagination débordante et sans doute d'appui haut placé dont les intérêts seraient parfaitement servis par une longue chronologie. Ce Joseph Juste Scaliger n'avait sans doute de juste que son prénom et aucunement sa chronologie. Et pourtant, c'est elle qui prévaut encore aujourd'hui. Une fois la fausse chronologie établie, il suffisait de l'instaurer en un dogme inattaquable au sein des universités pour qu'elle perdure durant des siècles. Et cela fonctionne à merveille. De nos jours, aucun historien, un tant soit peu conscient des dangers pour sa carrière, ne se risquerait à remettre en cause la base même de sa discipline, la chronologie. Elle ne se discute même pas. Elle est un point c'est tout. Non pas parce qu'elle est infaillible, mais simplement parce qu'elle fait consensus. Mais cette chronologie pourrait n'être en fait qu'un simple postulat. Et si ce postulat de départ était erroné, toutes les conclusions des historiens, fussent-elles brillantes et de bonne foi, ne pourraient invariablement conduire qu'à des conclusions erronées. Remettre en cause une science issue de la Renaissance est-il un acte si hérétique qu'on doive se l'interdire ? Peut-être pas. Lorsqu'on constate que la chronologie académique aboutit à une histoire pétrie d'incohérences et de mystères insolubles, où, comble d'illogisme, les civilisations les plus anciennes auraient été les plus avancées, où on aurait subitement tout perdu de la science de l'Antiquité au tournant du Moyen Âge pour miraculeusement la redécouvrir à la Renaissance. Tout cela à cause d'un simple incendie. Honnêtement, si on ne nous l'avait pas martelé depuis notre plus tendre enfance, qui pourrait croire en une telle histoire à dormir debout ? Face à ce scénario académique des plus rocambolesques, il y a l'hypothèse récentiste, simplissime. En imaginant simplement l'idée que la chronologie conventionnelle ne soit pas le reflet de la vérité, qu'elle soit en réalité beaucoup plus courte et récente qu'on le pense, toute notre histoire retrouverait instantanément la logique et la cohérence qui lui manquent tant. La civilisation aurait alors suivi une évolution exponentielle continue, parfaitement conforme au bon sens le plus élémentaire. Et magiquement, la plupart des mystères qui jalonnent notre histoire, insolubles dans une chronologie longue, trouveraient naturellement leur explication. Notre histoire a-t-elle été falsifiée comme le pensent les récentistes ? Après ce film, chacun se fera son opinion selon son intime conviction.
Mais pour adhérer pleinement aux thèses récentistes, il faudra nécessairement passer par une phase critique, admettre de s'être fait berner. Or, comme l'écrivait Mark Twain, il est plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés. Sommes-nous prêts à renoncer à des convictions historiques profondément ancrées en nous depuis toujours ? Sommes-nous capables de remettre en cause des années d'études pour certains, des décennies de recherche alternative pour d'autres, ou une passion dévorante pour les civilisations anciennes disparues ? Cela pourrait valoir le coup. Car en considérant sérieusement une hypothèse sérieuse, le récentisme, certains chercheurs pourraient enfin y découvrir les réponses après lesquelles ils courent depuis toujours sans réellement les trouver. Il serait sans doute salutaire de méditer cette maxime attribuée à Napoléon Bonaparte. L'histoire est une série de mensonges sur lesquels nous sommes tous d'accord. De quels mensonges Napoléon voulait-il parler, sinon de ceux que dénoncent aujourd'hui les récentistes ? Et si Napoléon lui-même leur donnait raison ?